Bonjour, nous allons aujourd'hui parler des formulaires et éléments de formulaire qui vont vous permettre d'apporter une interaction entre le visiteur et votre site. Alors un exemple le plus courant, c'est la zone de recherche. Donc le visiteur saisit une expression, des mots-clés dans une zone qui est prévue à cet effet et ensuite il clique sur un bouton qui va avoir pour conséquence de charger la page de résultats. Alors, ou encore, par exemple sur ce site, le site du Bon Coin, donc vous voyez ici effectivement la zone de recherche dans laquelle on peut saisir des mots-clés. Si rien n'est saisi, on a l'information que recherchez-vous qui apparaît. Et puis un bouton rechercher pour lancer la recherche. Alors vous voyez que là en plus on a des éléments de filtre, donc et notamment ce qu'on appelle ici des listes déroulantes, mais aussi des éléments de type case à cocher. Alors on a d'autres éléments qui existent. Alors je vous ai fait ici un petit récapitulatif sur un fichier à part de ce qu'on va être amené à avoir par le biais de ce cours. Donc des zones de saisie pour du texte, par exemple pour saisir un identifiant. Ensuite, des zones de saisie de mots de passe. Alors la différence, c'est que les caractères saisis n'apparaissent pas. Donc les cases à cocher. Ce qu'on appelle les zones de texte. C'est des zones de texte multilignes, contrairement aux zones de saisie classiques. C'est-à-dire qu'on peut appuyer sur Entrée pour aller à la ligne et continuer la saisie. Alors les éléments que vous avez ici, qui contrairement aux cases à cocher, vous avez vu, ne permettent de sélectionner qu'un seul élément. Si je clique sur une femme, ça me décoche un homme, et inversement. Donc effectivement, on va travailler aussi la notion de liste déroulante, avec en plus la possibilité de grouper les informations dans la liste. Alors un élément qui est récent, qui est l'élément de type range, on appelle ça de type range, donc c'est un curseur en fait, qui permet de choisir une valeur. Et ensuite donc les éléments de type bouton, alors certains qui permettent d'envoyer ce qui a été tapé dans le formulaire, et d'autres qui font autre chose, qui n'envoient pas les éléments de formulaire. Alors la première des choses, déjà, c'est de constituer une page HTML avec le squelette de page, et obligatoirement vos éléments de formulaire, donc qui vont servir derrière à envoyer ce que vous avez tapé, ce que vous avez saisi à une page dite de traitement, qui en général est une page PHP. Alors, traiter les données, ça se fait soit en PHP, soit en JavaScript. Donc, obligatoirement, ces éléments doivent être donc à l'intérieur de ce qu'on appelle une zone de formulaire. Donc, il faut pour cela définir cette zone à l'aide de la balise form, form/form, balise d'ouverture et de fermeture. Ce n'est pas une balise auto-fermante. Et alors important, cette zone de formulaire, il va falloir lui indiquer à quelle page de traitement on envoie les informations qui ont été saisies. Un exemple tout bête, une zone de recherche, donc vous tapez des éléments texte dans cette zone de recherche, des mots-clés, et quand vous appuyez sur le bouton rechercher, ce que vous avez saisi dans votre zone de recherche est envoyé à une autre page qui serait par exemple la page résultats, qui afficherait les résultats de la recherche. Donc il faut absolument définir cette page de traitement dans ce qu'on appelle ici l'attribut action. Si vous ne le mettez pas, c'est-à-dire que la page de traitement c'est la page en cours, ce qui peut être possible aussi. Donc là on va taper traitement.php. Alors c'est factice, la page traitement.php n'existe pas, mais à terme il faudrait donc la créer et effectuer justement le traitement des infos qui ont été tapées dans le formulaire. Et au-delà de l'attribut action, il faut également préciser avec quelle méthode, attribut méthode, on envoie donc les données saisies à la page traitement. Donc est-ce qu'elles sont envoyées à l'aide de la méthode get? Alors en gros la méthode get va passer les valeurs
saisie dans le formulaire directement dans l'URL, dans l'adresse. Allez, sur l'exemple précédent, sur mon petit essai, j'avais utilisé donc une méthode get, ce qui fait que tout ce que je tapais ici, bon, je laisse ça comme ça, quand je l'envoyais, donc quand je soumettais le formulaire, en fait, vous voyez au niveau de la page de traitement, dans l'URL, je sollicite la page que j'ai nommée dans Action page.php, et vous voyez apparaître à la suite de ce nom de page les différentes informations que j'ai pu saisir dans le formulaire. Donc ça, c'est la méthode get utilisée qui passe donc les éléments de formulaire directement dans l'URL, dans l'adresse. Tandis que si j'opte pour la méthode post et non pas get, à ce moment-là, quand je soumets les informations, vous voyez qu'elles n'apparaissent plus au niveau de l'URL. Elles sont transmises de manière invisible, va-t-on dire. Donc voilà, c'est à mettre entre parenthèses, puisqu'on n'est pas encore sur la notion de PHP et comment on récupère les données et comment on les traite. Mais dites-vous qu'il y a deux méthodes possibles d'envoi des données. Une qui est visible, la méthode get, et une qui n'est pas visible, la méthode post. Voilà. Alors, premier élément de formulaire, l'élément de type saisie de texte. Alors, pour cela, on utilise une balise qui est la balise input, qui est une balise auto-fermante, donc il n'y a pas de balise de fermeture, slash input. Alors, sauf que si vous laissez ça comme ça, le navigateur ne saura pas quel type de zone de saisie vous mettez en place. Est-ce que c'est du texte, est-ce que c'est du mot de passe ou autre? Donc, il faut préciser par le biais de l'attribut type quel élément de formulaire vous mettez en place. Et là, pour la saisie de texte classique, le type est égal à texte. Donc regardez, vous avez à l'écran une zone qui vous permet de taper du texte. Alors obligatoirement, ou quasi obligatoirement, moi je dis obligatoirement pour pouvoir traiter donc dans la page de traitement derrière la donnée saisie, il vous faut appliquer aussi un autre attribut qui est l'attribut name, qui va vous permettre donc de nommer cette zone-là. Donc si ce que je mets en place c'est une zone pour saisir un identifiant, effectivement dans un formulaire de connexion, j'appellerai ça name égale identifiant, en toute logique. Alors ça ne change strictement rien visuellement à ce qu'on vient de faire, mais derrière on pourra récupérer la valeur saisie en sollicitant le nom identifiant. Alors, chose importante, vous voyez, quand j'arrive sur la page, rien n'est saisi dans ma zone. Donc si je veux indiquer qu'il faut saisir ici un identifiant dans la zone, à ce moment-là, je peux appliquer un troisième attribut qui est l'attribut placeholder, qui correspond à l'information qui sera présente dans la zone de saisie avant que vous ne cliquiez à l'intérieur. Donc par exemple, saisissez votre identifiant. Effectivement, vous avez bien l'information qui apparaît dans la zone et à partir du moment où vous cliquez et où vous commencez à taper le texte, vous voyez que le placeholder disparaît et laisse place à ce que vous tapez. Donc ça c'est le premier type, on va dire, d'éléments de formulaire que vous pourriez utiliser. Alors vous avez une variante qui permet également de saisir du texte, mais de manière cryptée, invisible, pas cryptée, hein, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ce que vous saisissez, ça met des petits points à la place des caractères, c'est les zones de type mot de passe. Alors le démarrage est identique, c'est toujours une balise input qu'il vous faut utiliser, mais qui sera de type password. Password pour mot de passe. Et de la même manière que précédemment, attribuez-lui un nom. Je vais mettre MDP pour mot de passe. Alors le nom, vous ne mettez pas d'espace, d'accent, de caractères spéciaux. Vous mettez des éléments qui se tiennent.
Respecter minuscule, majuscule aussi les cases, c'est important. Alors on peut aussi lui attribuer un placeholder, donc saisissez votre mot de passe. Et du coup, donc vous voyez que on a le placeholder qui apparaît, mais si je saisis du texte, ce texte, vous voyez, n'apparaît pas. On a juste des points qui apparaissent. C'est la notion de zone de saisie de mot de passe. Alors vous remarquez aussi que les deux zones sont côte à côte, parce que les éléments de formulaire, les inputs, sont des éléments de type en ligne et pas de type bloc, c'est-à-dire qu'ils ne s'occupent pas de tout l'espace disponible en largeur. Ils peuvent donc se mettre côte à côte. Donc si vous souhaitez malgré tout que la zone de mot de passe soit en dessous, alors il y a deux solutions. Soit vous encadrez chaque input à l'aide d'une balise de paragraphe par exemple, c'est possible. Un paragraphe avec l'identifiant et un paragraphe avec le mot de passe. Pourquoi pas, non. Autrement, vous avez la possibilité aussi d'utiliser une autre balise qu'on n'a pas encore vue, qui est la balise de retour à la ligne, qui n'est pas une balise qui encadre du texte. À partir du moment où vous insérez cette balise, le retour à la ligne se fait. C'est la balise BR, BR pour break. Donc c'est donc une balise auto-fermante. Et à ce moment-là, on a le premier champ, le BR qui effectue le retour à la ligne, et le deuxième champ, la deuxième zone de saisie. Le HTML5 a permis d'introduire de nouveaux types aussi de saisie de texte. Donc un retour à la ligne, BR, un autre input, et au niveau du type, vous avez le type URL qui existe pour la saisie des adresses de sites web. Donc saisissez votre adresse de site. Alors le souci c'est que vous voyez qu'il n'y a rien de particulier qui s'effectue au niveau de cette zone de saisie là, on dirait une zone de saisie de texte classique. Juste ce qui va changer, c'est lorsque vous êtes sur des périphériques mobiles, donc des éléments sur des périphériques sur iOS ou Android, donc des téléphones smartphones, vous aurez le clavier de saisie qui va changer. C'est-à-dire quand il est de type URL, vous avez par exemple le 3W point, le bouton 3W point qui apparaît, le .com aussi qui apparaît, de même que le Go pour aller visiter le site. Donc vous avez un clavier qui s'adapte à cette saisie d'URL. De la même manière, vous avez le type email qui existe, et c'est le même principe. Ce qui va changer ici dans notre navigateur, rien du tout, on peut saisir du texte de la même manière. Juste, si vous êtes sur des périphériques mobiles, vous aurez le clavier adapté avec le arrobase, etc. Donc ce sera un clavier spécifique qui sera utilisé pour ça. Donc, vous avez le type téléphone aussi qui existe. Alors c'est type égal tel. Et de la même manière, vous aurez donc le pavé numérique sur les périphériques mobiles, sur les téléphones, qui apparaîtra pour la saisie de numéro de téléphone. Par contre, encore une fois, ici, ça ne change strictement rien. Voilà, ce sont de nouveaux types rattachés donc rajoutés par le biais de la nouvelle norme HTML5. Donc, je vais retirer ça. On va maintenant passer à la mise en place des checkbox, donc les cases à cocher, avec, vous avez vu, le texte qui va avec à côté. Alors, même histoire en fait, hein. C'est également un élément de formulaire, cette histoire de case à cocher, et pour l'insérer, vous allez utiliser une nouvelle fois la balise input en changeant donc le type de zone utilisée. Et là, le type sera, oui, on vous le propose, checkbox. Donc quand vous mettez en place ce genre de input, vous avez donc une case à cocher, vous voyez, hop, qui apparaît dans le navigateur. Et si vous souhaitez lui attribuer donc une légende, on appelle ça un label, à ce moment-là, vous utilisez la balise adaptée qui est la balise justement label. Alors qui est une balise
non pas auto-fermante, qui nécessite une balise de fermeture, hein, ouvrante fermante. Et entre les deux balises labels, vous saisissez la légende à voir apparaître après, puisqu'on l'a mis en place après la checkbox. Donc, se souvenir de moi. Alors, se souvenir de moi, c'est quelque chose qu'on voit souvent sur les formulaires de connexion. Ça permet de mémoriser que l'utilisateur souhaite rester connecté pour la prochaine visite du site. Et donc du coup, vous voyez, le label apparaît après. Alors je l'aurais mis avant, hein, la balise label. On aurait eu d'abord le label et ensuite la checkbox. Hein. Donc, tout dépend où vous positionnez cette balise, avant ou après. Et alors attention, moi je vous conseille de préciser à quel input se rapporte ce label, ce qui pourrait très bien se rapporter à l'élément mot de passe. Hein. Donc il n'y a rien qui l'indique, sauf si vous rajoutez à la balise label l'attribut for, donc pour qui on applique ce label, et vous précisez entre guillemets le nom name que vous avez appliqué à votre input. Donc là vous voyez, j'avais un input name égale identifiant, name égale mot de passe. Donc si je veux que ça s'applique au checkbox ici, il faut donc que mon checkbox se voit appliquer également l'attribut name. Donc souvenir, se souvenir. Et du coup, le label utilisera l'attribut for pour dire ça s'applique à se souvenir. À la balise qui se voit appliquer le nom se souvenir. Donc ce qui ne change rien visuellement. Donc voilà pour les checkbox. Alors si j'ai plusieurs checkbox, je fais un copier-coller. Et on peut cocher plusieurs cases. Hein. C'est tout à fait autorisé avec les checkbox. Hein. Vous verrez que ce ne sera pas le cas avec les boutons radio. Alors, par contre, par défaut, la checkbox, quand vous atterrissez sur la page, n'est pas cochée. Donc, si vous voulez qu'elle soit cochée par défaut, vous pouvez également rajouter à cet input, en plus donc, du type checkbox et du nom name, un autre attribut qui est l'attribut checked. Il ne prend pas de valeur, il n'y a pas de égal, hein, c'est juste checked qui signifie c'est coché. Et là, à ce moment-là, par défaut, vous voyez, si j'actualise la page, par défaut, la checkbox est cochée. Attribut checked. On continue avec maintenant la notion de zone de saisie, mais de saisie multiligne. Donc, contrairement aux zones de saisie de texte, hein, où on peut saisir qu'une seule ligne, là, on pourra, par le biais de l'appui sur la touche entrée, avoir plusieurs paragraphes de saisie, plusieurs lignes de texte de saisie. Donc j'utilise la balise BR pour faire un retour à la ligne. Alors la balise en question, c'est plus la balise input, c'est la balise dite de zone de texte, en anglais text area, qui est une balise qui n'est pas auto-fermante, c'est-à-dire elle nécessite une balise de fermeture, ici le / text area. Et si vous souhaitez de la même manière pré-renseigner une indication dans cette zone de saisie de texte multiligne, vous pouvez ajouter l'attribut placeholder, avec saisissez, si par exemple il s'agit d'un formulaire de contact sur un site, donc saisissez votre message. Et donc du coup, vous avez tiens donc. Alors attention, c'est texte, j'ai oublié le T, text area. Text area. Donc vous avez, vous le voyez ici, une zone qui d'ailleurs peut être redimensionnée avec la souris, mais vous pouvez taper donc plusieurs lignes. Donc ligne 1, si j'appuie sur entrée, vous voyez, ligne 2. C'était pas possible avec les zones de saisie classiques. Alors à terme même, on habille cette zone de texte avec
un petit éditeur HTML. Alors il en existe plusieurs sur le marché, j'ai envie de dire. Peut-être que le plus connu c'est TinyMCE, donc c'est tout simplement un éditeur qui va vous permettre d'accéder à des boutons de commande pour centrer le texte, mettre le texte en gras, etc. C'est pour effectuer un petit peu de mise en forme. On verra ça quand on sera sur le module PHP. Donc pour le moment on en reste là avec le texte ARIA. Donc zone de saisie de texte multiligne. Alors pareil, pensez aussi à lui donner un nom, name égal et message. Alors si vous souhaitez maintenant mettre en place ce genre de système là, vous voyez, vous êtes un homme, une femme, donc avec la possibilité de faire un choix. Alors on appelle ça des boutons radio. Alors la mise en place, hop, je reviens dans ma page formulaire, donc sous le texte ARIA, BR pour faire un retour à la ligne, donc vous êtes, deux points. Alors, il s'agit à nouveau d'une balise input, mais qui aura cette fois-ci le type radio. Donc type radio. Et là, vous voyez apparaître effectivement une zone qu'on peut cocher, un peu comme la checkbox. Sauf que l'idée, ça va être de rajouter à côté la valeur de cet élément. Non, et puis surtout d'en mettre plusieurs, de faire un choix. C'est ça l'objectif d'un bouton radio. Un choix unique. Donc là, je vais dire, je rajoute un label pour indiquer ce qu'est ce premier choix. Donc on va dire ce serait homme. Alors un homme. Et du coup je copie-collerai ça de manière à avoir le deuxième choix, une femme. Sachant que, alors je vais mettre un BR ici aussi, sachant que du coup là vous voyez, il n'y a rien qui m'empêche de cocher les deux. Donc, vous voyez que le système ne marche pas comme je le souhaiterais, puisque moi je souhaiterais pouvoir cocher qu'un seul des deux éléments. Que quand j'en coche un, l'autre se décoche. Alors ça c'est dû au fait qu'il faut appliquer, comme on l'a dit précédemment, un nom à nos éléments input. Et là en l'occurrence le nom sera identique sur les deux. Donc le name sera, par exemple, est-ce qu'on est un homme ou une femme, c'est-à-dire le genre de la personne. Name égale genre. En dessous, on aura la même chose, le même nom, name égale genre, donc ce qui va signifier que ces deux boutons radio appartiennent au même groupe, puisqu'ils portent le même nom. Et à ce moment-là, si je coche un élément, l'autre se décoche. Vous voyez, au sein d'un seul et même groupe, on ne peut avoir qu'un élément de sélectionner avec les boutons d'option, de radio, pardon. Et donc, il faut aussi quand même préciser que ce premier input, effectivement, c'est le genre, mais qui a la valeur homme. Et pour ça, vous pouvez rajouter un attribut qui est l'attribut value, c'est-à-dire la valeur que vous donnez à cet élément radio, qui serait ici, donc homme, homme, tandis que le deuxième aurait lui la valeur value femme. Alors, sachant que l'attribut value sera récupéré par la page de traitement. Mais ça ne change rien visuellement dans votre page. Donc voilà pour les éléments radio. Alors si vous voulez prédéfinir le fait que ce soit une femme qui soit sélectionnée plutôt qu'un homme par défaut, à ce moment-là, même chose que pour les checkbox, vous avez l'attribut checked qui prédéfinit l'élément qui est coché par défaut quand on atterrit sur la page. Regardez, j'actualise, vous voyez que c'est une femme par défaut qui est cochée, puisque c'est lui qui a été mis en checked. Passons maintenant aux listes déroulantes, qui vont également nous permettre, comme les boutons de type radio, de faire une sélection d'un élément de la liste.
d'un choix. Donc l'idée, c'est d'essayer de reproduire cette liste-là. Donc par exemple, vous êtes sur une page de détail de produits, sur une boutique en ligne, et puis vous faites votre choix dans une liste déroulante. Par exemple, le produit, si c'est un t-shirt, vous voulez le produit noir, et vous voyez qu'il existe en S et en M. Le rouge, lui, il existe en 3 tailles différentes. Donc vous faites tout simplement le choix de votre produit à partir de là. Comme ça pourrait être, comme on l'a vu au niveau du Bon Coin, choisir le département dans lequel vous effectuez la recherche. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des éléments qui sont groupés. Vous avez les tailles de l'élément rouge et les tailles de l'élément noir, donc du groupe rouge et du groupe noir. Donc on verra qu'il est possible de reconstituer donc des groupes dans une liste. Alors pour mettre en place ce genre de choses, on va utiliser une nouvelle balise. On n'est plus sur du input. On va utiliser cette fois-ci une balise qui est la balise select. Donc select, ça veut dire on met en place une liste d'éléments. Donc les différents éléments de la liste, un peu comme une liste de type UL ou OL, contient donc des éléments, sauf que là ce ne seront pas des balises LI qui seront sollicitées, utilisées, mais une balise qui est la balise option. Donc chaque élément de votre liste déroulante doit se situer à l'intérieur d'une balise option. Donc, par exemple, les tailles. M. Et à ce moment-là, effectivement, on a bien la liste qui apparaît avec les 3 éléments à l'intérieur et je peux faire mon choix. Donc en général, on rajoute un premier choix, une première option vide. Donc, je mets 2 traits pour que d'entrée de jeu, on n'ait rien qui soit vraiment sélectionné. Et c'est suite au clic que la sélection, que le choix se fait. Et donc si je veux rajouter là-dedans la notion de groupe, le groupe rouge, le groupe noir, pour les couleurs, à ce moment-là, on rajoute encore une autre balise qui est la balise Option Group, OPT Group, qui va nous permettre d'encadrer les différentes options. Donc si ces tailles-là sont associées aux produits de couleur rouge, à ce moment-là, je vais encadrer ces options à l'aide de la balise OPT Group. Donc la fermeture se fera ici. Donc le groupe d'options avec les 3 options à l'intérieur. Et pour nommer ce groupe d'options, je vais utiliser un attribut qui est l'attribut label. Label égale. Et donc là, ce serait le produit rouge. Donc si vous avez un autre groupe à réaliser, de la même manière, OPT groupe, l'attribut label, donc le nom du groupe, et à l'intérieur les options rattachées. Donc résultat, vous avez bien les groupes qui apparaissent avec les options rattachées, tout bêtement. Donc là, ils ont fait un groupe d'options ici pour les départements. Départements et les départements associés. Donc si je veux rajouter en amont sélectionner un produit, je peux très bien créer aussi un label. Donc par le biais de la balise label, en disant qu'il se rapporte à la liste select, que je dois donc nommer. Je vais dire for produit, sélectionner un produit. Et du coup, la liste déroulante, je lui donne le nom name égale produit. Donc sélectionner un produit et donc la liste déroulante.
Alors, si vous voulez que ce soit une liste à choix multiples, à ce moment-là, il faut préciser un attribut qui est l'attribut multiple. Donc à ce moment-là, vous pourrez faire dans cette liste plusieurs choix en maintenant la touche CTRL. Bon là, ça n'a pas d'intérêt pour cet exemple-là, mais potentiellement dans d'autres cas de figure, ça pourrait être intéressant. Donc là, je vais le retirer, le multiple, mais c'est une liste à choix multiples. Nouvelle balise. Alors nouvelle balise, c'est toujours la balise input, mais avec un nouveau type apparu avec le HTML version 5, ce qui va nous permettre de mettre en place ceci, c'est-à-dire un curseur qui va nous permettre de faire varier une valeur qui pourrait être réutilisée et exploitée dans la page de traitement. Alors c'est la balise input de type range. Alors, donc tout simplement pour la mettre en place, je fais un retour à la ligne. Donc balise input type égale range. Et alors vous pouvez préciser la valeur actuelle du curseur à l'aide de l'attribut value. Par exemple, on veut pouvoir faire varier un choix de 0 jusqu'à 100, et là on le met en valeur intermédiaire, c'est-à-dire 50, en précisant la valeur minimale à l'aide de l'attribut min, on va dire que le minimum est à 0, et la valeur maximale à l'aide de l'attribut max, donc 100, et le pas, c'est-à-dire quand vous déplacez le curseur, de combien il se déplace à chaque déplacement. Donc ce serait le pas, alors en anglais ça se dit step, et on va dire on va de 0 à 100, la moyenne c'est 50, et on se déplace tous les 25. Donc 0, 25, 50, 75, 100. Et voilà ce que ça vous donne. Tac, tac, oui, 0, 25, 50, 75, 100. J'ai pas d'intermédiaire entre le 50 et le 75 par exemple. Donc vous faites varier ça au niveau de step. Et alors vu qu'on n'a aucune indication de minimum et de maximum, ce que je vous propose de faire, c'est d'encadrer ça à l'aide du texte 0 et 100. Comme ça on aura 0, le curseur, puis 100 en texte. Voilà. Donc l'élément de type range. Alors l'utilité réelle de cet input de type range, par exemple, vous créez une application pour le web qui va traiter des éléments de type audio, et vous pouvez faire varier, le volume de l'élément à l'aide d'un curseur. Vous pourriez très bien utiliser un input de type range pour agir là-dessus, avec un traitement par contre derrière en JavaScript de la chose. Ou tout bêtement une boutique en ligne, et puis vous voulez pouvoir faire varier la quantité de produits achetés avec un curseur, vous utilisez cette balise là aussi, avec ce type là. Alors, autre balise, autre élément de formulaire, les éléments de type bouton. Alors vous en avez deux possibles. Le input type égale button, donc qui met en place un bouton dans la page. Alors vous voyez ce bouton, j'ai pas de texte à l'intérieur. Donc vous avez l'attribut value, donc valeur, qui permet de donner un nom au bouton. Donc, par exemple, OK. Donc vous avez le bouton OK qui apparaît. Alors, vous voyez que quand je clique dessus, il ne se passe rien, ce qui est normal. Ça ne soumet pas les éléments que vous avez tapés dans le formulaire à la page de traitement. Ce n'est pas un bouton d'envoi de données, de soumission de données. Donc derrière, il faudrait potentiellement utiliser du JavaScript pour faire en sorte que le clic sur ce bouton effectue quelque chose, une tâche JavaScript. Et autrement, vous avez le bouton de type donc submit, qui lui est un bouton d'envoi. Alors d'ailleurs, par défaut, il a la valeur validée. Alors il n'y a rien qui vous empêche de changer ça en utilisant également
l'attribut value, comme pour le type button. Se connecter, je vais mettre, tiens, on va supposer qu'on soit sur le formulaire d'identification. Et là, par contre, vous allez voir que quand je clique sur ce bouton, il envoie donc les données à la page de traitement, hein, que j'avais appelé traitement.php, mais qui n'existe pas. Du coup, je vais avoir un message d'erreur, mais hop, voilà, il essaie d'envoyer ça à traitement.php et il n'y arrive pas puisque la page n'existe pas. Donc, contrairement au bouton OK, qui lui, vous voyez, n'envoie rien du tout. Donc, du coup, ce bouton-là, bouton OK, on pourrait par exemple l'utiliser, je sais pas, on voulait mettre en place une calculatrice ou un convertisseur franc-euro par exemple en JavaScript dans votre site, ben, ce serait le bouton égal par exemple, hein, ce bouton-là. Donc voilà qui clôt le cours sur les formulaires et éléments de formulaire en HTML. On n'a pas vu tous les éléments possibles, on a vu vraiment les principaux. Donc il n'y a rien qui vous empêche de compléter ça par la suite en auto-formation. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle notion HTML. Alors on sera même plus sur la notion design que la notion HTML d'ailleurs sur le prochain cours.